entités diverses qui se concertent entre elles pour obtenir le plus grand effet possible, qui se diapasonnent et qui s'affaiblissent, qui se fortifient, qui se nuancent pour former un tout qui soit un. Cela me fait rire. J'insiste donc et je dis, c'est l'extrême sensibilité qui fait les acteurs médiocres. C'est la sensibilité médiocre qui fait la multitude des mauvais acteurs. Et c'est le manque absolu de sensibilité qui prépare les acteurs sublimes. Les larmes du comédien descendent de son cerveau, celles de l'homme sensible montent de son cœur. Ce sont les entrailles qui troublent sans mesure la tête de l'homme sensible. C'est la tête du comédien qui porte quelquefois un trouble passager dans ses entrailles. Il pleure comme un prêtre incrédule qui prêche la passion, comme un séducteur aux genoux d'une femme qu'il n'aime pas, mais qu'il veut tromper, comme un gueux dans la rue ou à la porte d'une église qui vous injurie lorsqu'il désespère de vous toucher, comme une courtisane qui ne sent rien, mais qui se fame entre vos bras. Avez-vous réfléchi à la différence des larmes excitées par un événement tragique et des larmes excitées par un récit pathétique ? On entend raconter une belle chose, peu à peu la tête s'embarrasse, les entrailles s'émeuvent et les larmes coulent. Au contraire, à l'aspect d'un accident tragique, l'objet, la sensation et les faits se touchent. En un instant, les entrailles s'émeuvent, on pousse un cri, la tête se perd et les larmes coulent. Celles-ci viennent subitement, les autres sont amenées. Voilà l'avantage d'un coup de théâtre naturel et vrai sur une scène éloquente. Il opère brusquement ce que la scène fait attendre. Mais l'illusion en est beaucoup plus difficile à produire. Un incident faux, mal rendu, la détruit. Les accents s'imitent mieux que les mouvements, mais les mouvements frappent plus violemment. Voilà le fondement d'une loi à laquelle je ne crois pas qu'il y ait d'exception. C'est de dénouer par une action et non par un récit, sous peine d'être froid. Eh bien, n'avez-vous rien à m'objecter ? Je vous entends, vous faites un récit en société, vos entrailles s'émeuvent, votre voix s'entrecoupe, vous pleurez. Vous avez, dites-vous, senti et très vivement senti, j'en conviens, mais vous y êtes-vous préparé ? Non. Parliez-vous en vers ? Non. Cependant, vous entraîniez, vous étonniez, vous touchiez, vous produisiez un grand effet. Il est vrai. Mais portez au théâtre votre ton familier, votre expression simple, votre maintien domestique, votre geste naturel, et vous verrez combien vous serez pauvre et faible. Vous aurez beau verser des pleurs, vous serez ridicule, on rira. Ce ne sera pas une tragédie, ce sera une parade tragique que vous jouerez. Croyez-vous que les scènes de Corneille, de Racine, de Voltaire, même de Shakespeare, puissent se débiter avec votre voix de conversation et le ton du coin de votre âtre ? Pas plus que l'histoire du coin de votre âtre, avec l'emphase et l'ouverture de bouche du théâtre. Le second interlocuteur sait que peut-être Racine et Corneille, tout grand homme qu'ils étaient, n'ont rien fait qui vaille. Le premier interlocuteur. Quel blasphème! Qu'est-ce qui oserait le Qui est-ce qui oserait le proférer? Qui est-ce qui oserait y applaudir? Les choses familières de Corneille ne peuvent pas même se dire d'un ton familier. Mais une expérience que vous aurez 100 fois répétée, c'est qu'à la fin de votre récit, au milieu du trouble et de l'émotion que vous avez jeté dans votre petit auditoire de salon, il survient un nouveau personnage dont il faut satisfaire la curiosité. Vous ne le pouvez plus, votre âme est épuisée. Il ne vous reste ni sensibilité, ni chaleur, ni larmes. Pourquoi l'acteur n'éprouve-t-il pas le même affaissement? C'est qu'il y a bien de la différence de l'intérêt qu'il prend à un conte fait à plaisir et de l'intérêt que vous inspire le malheur de votre voisin. Êtes-vous Cinna? Avez-vous jamais été Cléopâtre, Mérope, Agrippine? Que vous importent ces gens-là? La Cléopâtre, la Mérope, la Grappine, le Cinna du théâtre sont-ils même des personnages historiques? Non. Ce sont des fantômes imaginaires de la poésie. Je dis trop, ce sont des spectres de la façon particulière de tel ou tel poète. Laissez ces espèces d'hippogriffes sur la scène avec leurs mouvements, leur allure et leurs cris. Ils figureraient mal dans l'histoire. Ils feraient éclater de rire dans un cercle ou une autre assemblée de la société. On se demanderait à l'oreille, est-ce qu'il est en délire? D'où vient ce Don Quichotte-là? Où fait-on de ces contes-là? Quelle est la planète où l'on parle ainsi? Le second. Mais pourquoi ne révolte-t-il pas? Au
théâtre. Le premier c'est qu'ils y sont de convention, c'est une formule donnée par le vieil Eschyle, c'est un protocole de 3000 ans. Et ce protocole a-t-il encore longtemps à durer? Je l'ignore. Tout ce que je sais, c'est qu'on s'en écarte à mesure qu'on s'approche de son siècle et de son pays. Connaissez-vous une situation plus semblable à celle d'Agamemnon dans la première scène d'Iphigénie, que la situation de Henri IV, lorsqu'obsédé de terreur qui n'était que trop fondée, il disait à ses familiers « Ils me tueront, rien n'est plus certain, ils me tueront ». Supposez que cet excellent homme, ce grand et malheureux monarque, tourmenté la nuit de ce pressentiment funeste, se lève et s'en aille frapper à la porte de Sully, son ministre et son ami. Croyez-vous qu'il y eut un poète assez absurde pour faire dire à Henri « Oui, c'est Henri, c'est ton roi qui t'éveille, viens, reconnais la voix qui frappe ton oreille. » Et faire répondre à Sully « C'est vous-même, Seigneur, quel important besoin vous a fait à vous devancer l'aurore de si loin. À peine un faible jour vous éclaire et me guide, vos yeux seuls et les miens sont ouverts. » Le second, c'est peut-être là le vrai langage d'Agamemnon, le premier interlocuteur. Pas plus que celui de Henri IV, c'est celui d'Homère, c'est celui de Racine, c'est celui de la poésie, et ce langage pompeux ne peut être employé que par des êtres inconnus, et parlé par des bouches poétiques, avec un ton poétique. Réfléchissez un moment sur ce qu'on appelle au théâtre être vrai. Est-ce y montrer les choses comme elles sont en nature? Aucunement. Le vrai en ce sens ne serait que le commun. Qu'est-ce donc que le vrai de la scène? C'est la conformité des actions, des discours, de la figure, de la voix, du mouvement, du geste, avec un modèle idéal, imaginé par le poète et souvent exagéré par le comédien. Voilà le merveilleux. Ce modèle n'influe pas seulement sur le ton, il modifie jusqu'à la démarche, jusqu'au maintien. De là vient que le comédien, dans la rue ou sur la scène, sont deux personnages si différents qu'on a à peine à les reconnaître. La première fois que je vis Mademoiselle Clairon chez elle, je m'écriai tout naturellement « Ah, mademoiselle, je vous croyais de toute la tête plus grande. » Une femme malheureuse, et vraiment malheureuse, pleure et ne vous touche point. Il y a pis, c'est qu'un trait léger qui la défigure vous fait rire, c'est qu'un accent qui lui est propre dissonne à votre oreille et vous blesse, c'est qu'un mouvement qui lui est habituel vous montre sa douleur ignoble et maussade, c'est que les passions outrées sont presque toutes sujettes à des grimaces, que l'artiste sans goût copie servilement, mais que le grand artiste évite. Nous voulons qu'au plus fort des tourments, l'homme garde le caractère d'homme, la dignité de son espèce. Quel est l'effet de cet effort héroïque? De distraire de la douleur et de la tempérer. Nous voulons que cette femme tombe avec décence, avec mollesse, et que ce héros meure comme le gladiateur ancien au milieu de l'arène, aux applaudissements du cirque, avec grâce, avec noblesse, dans une attitude élégante et pittoresque. Qui est-ce qui remplira notre attente? Sera l'athlète que la douleur subjugue et que la sensibilité décompose? Ou l'athlète académisé qui se possède et pratique les leçons de la gymnastique en rendant le dernier soupir? Le gladiateur ancien, comme un grand comédien ainsi que le gladiateur ancien ne meurent pas comme on meurt sur un lit, mais sont tenus de nous jouer une autre mort pour nous plaire, et le spectateur délicat sentirait que la vérité nue, l'action dénuée de tout après, serait mesquine et contrasterait avec la poésie du reste. Ce n'est pas que la pure nature n'ait ces moments sublimes, mais je pense que s'il est quelqu'un sûr de saisir et de conserver leur sublimité, c'est celui qui les aura pressentis d'imagination ou de génie, et qui les rendra de sang-froid. Cependant, je ne nierai pas qu'il y eut une sorte de mobilité d'entrailles, acquise ou factice, mais si vous m'en demandez mon avis, je la crois presque aussi dangereuse que la sensibilité naturelle. Elle doit conduire peu à peu l'acteur à la manière et à la monotonie. C'est un élément contraire à la diversité des fonctions d'un grand comédien. Il est souvent obligé de s'en dépouiller, et cette abnégation de soi n'est possible qu'à une tête de fer. Encore vaudrait-il mieux, pour la facilité et le succès des études,
l'universalité des talents et la perfection du jeu, n'avoir point à faire cette incompréhensible distraction de soi d'avec soi, dont l'extrême difficulté, bornant chaque comédien à seul rôle, condamne les troupes à être très nombreuses, à un seul rôle condamne les troupes à être très nombreuses, ou presque toutes les pièces à être mal jouées, à moins que l'on ne renverse l'ordre des choses, et que les pièces ne se fassent pour les acteurs, qui, ce me semble, devraient tout au contraire être faits pour les pièces. Mais si une foule d'hommes attroupés dans la rue par quelque catastrophe viennent à déployer subitement, et chacun à sa manière, leur sensibilité naturelle, sans s'être concertés, ils créeront un spectacle merveilleux, mille modèles précieux pour la sculpture, la peinture, la musique et la poésie. Il est vrai, mais ce spectacle serait-il à comparer avec celui qui résulterait d'un accord bien entendu de cette harmonie que l'artiste y introduira lorsqu'il le transportera du carrefour sur la scène ou sur la toile? Si vous le prétendez, quelle est donc, vous répliquai-je, cette magie de l'art si vantée, puisqu'elle se réduit à gâter ce que la brute nature, et un arrangement fortuit, avait mieux fait qu'elle? Niez-vous qu'on embellisse la nature? N'avez-vous jamais loué une femme en disant qu'elle était belle comme une vierge de Raphaël? À la vue d'un beau paysage, ne vous êtes-vous pas écrié qu'il était romanesque? D'ailleurs, vous me parlez d'une chose réelle et moi je vous parle d'une imitation. Vous me parlez d'un instant fugitif de la nature et moi je vous parle d'un ouvrage de l'art, projeté, suivi, qui a ses progrès et sa durée. Prenez chacun de ces acteurs, faites varier la scène dans la rue comme au théâtre, et montrez-moi vos personnages successivement, isolés 2 à 2, 3 à 3, abandonnez-les à leur propre mouvement, qu'ils soient maîtres absolus de leurs actions, et vous verrez l'étrange cacophonie qui en résultera. Pour obvier à ce défaut, les faites-vous répéter ensemble, adieu leur sensibilité naturelle, et tant mieux. Il en est du spectacle, comme d'une société bien ordonnée, où chacun sacrifie de ses droits pour le bien de l'ensemble et du tout. Qui est-ce qui appréciera le mieux la mesure de ce sacrifice? Sera-ce l'enthousiaste, le fanatique? Non, certes, dans la société, ce sera l'homme juste. Au théâtre, le comédien qui aura la tête froide. Votre scène des rues est à la scène dramatique comme une horde de sauvages à une assemblée d'hommes civilisés. C'est ici le lieu de vous parler de l'influence perfide d'un médiocre partenaire sur un excellent comédien. Celui-ci a conçu grandement, mais il sera forcé de renoncer à son modèle idéal pour se mettre au niveau du pauvre diable avec qui il est en scène. Il se passe alors d'études et de bon jugement, ce qui se fait d'instinct à la promenade ou au coin du feu. Celui qui parle abaisse le ton de son interlocuteur. Oui, si vous aimez mieux une autre comparaison, c'est comme au whist, où vous perdrez une portion de votre habileté si vous ne pouvez pas compter sur votre joueur. Il y a plus. La Clairon vous dira quand vous voudrez que le Caïn, par méchanceté, la rendait mauvaise ou médiocre, à discrétion, et que de représailles elle l'exposait quelquefois au sifflet, Qu'est-ce donc que deux comédiens qui se soutiennent mutuellement? Deux personnages dont les modèles ont proportion gardée, ou l'égalité, ou la subordination qui convient aux circonstances, où le poète les a placés, sans quoi l'on serait trop fort ou trop faible, et pour sauver cette dissonance, le fort élèvera rarement le faible à sa hauteur. Mais de réflexion il descendra à sa petitesse, et saviez-vous, l'objet de ces répétitions si multipliées, c'est d'établir une balance entre les talents divers des acteurs, de manière qu'il en résulte une action générale, qui soit une. Et lorsque l'orgueil de l'un d'entre eux se refuse à cette balance, c'est toujours aux dépens de la perfection du tout, au détriment de votre plaisir, car il est rare que l'excellence d'un seul vous dédommage de la médiocrité des autres qu'elle fait ressortir. J'ai vu quelquefois la personnalité d'un grand acteur puni, c'est lorsque le public prononçait sottement qu'il était outré au lieu de sentir que son partenaire était faible. À présent, vous êtes poète, vous avez une pièce à faire jouer, et je vous laisse le choix ou d'acteur à profond jugement et à tête froide, ou d'acteur sensible. Mais avant de vous décider, permettez que je vous fasse une question.
À quel âge est-on grand comédien? Est-ce à l'âge où l'on est plein de feu, où le sang bouillonne dans les veines, où le choc le plus léger porte le trouble au fond des entrailles, où l'esprit s'enflamme à la moindre étincelle? Il me semble que non. Celui que la nature a signé comédien excelle dans son art que dans la longue expérience est acquise. Quand la longue expérience est acquise? Lorsque la fougue des passions est tombée, lorsque la tête est calme et que l'âme se possède, le vin de la meilleure qualité est âpre, lorsqu'il fermente, c'est par un long séjour dans la tonne qu'il devient généreux. Cicéron, Sénèque et Plutarque me représentent les trois âges de l'homme qui composent. Cicéron n'est souvent qu'un feu de paille qui réjouit mes yeux. Sénèque, un feu de sarment qui les blesse, au lieu que si je remue les cendres du vieux Plutarque, j'y découvre le gros charbon d'un brasier qui m'échauffe doucement. Baron joué à 60 ans passés, le comte des sexes, Xiphares Britannicus, et les jouait bien, la Gaussin enchantée dans l'oracle et la pupille à 50 ans. Le second interlocuteur, elle n'avait guère le visage de son rôle. Le premier, il est vrai, et c'est peut-être là un des obstacles insurmontables à l'excellence d'un spectacle. Il faut s'être promené de longues années sur les planches, et le rôle exige quelquefois la première jeunesse. S'il s'est trouvé une actrice de 17 ans capable du rôle de Monime, de Didon, de Pulchérie, d'Hermione, c'est un prodige qu'on ne verra plus. Cependant, un vieux comédien n'est ridicule que quand les forces l'ont tout à fait abandonné ou que la supériorité de son jeu ne sauve pas le contraste de sa vieillesse et de son rôle. Il en est au théâtre comme dans la société où l'on ne reproche la galanterie à une femme que quand elle n'a ni assez de talent ni assez d'autres vertus pour couvrir un vice. De nos jours, la Clairon et Molé ont, en débutant, joué à peu près comme des automates. Ensuite, ils se sont montrés de vrais comédiens. Comment cela s'est-il fait? Est-ce que l'âme, la sensibilité, les entrailles leur sont venues à mesure qu'ils avançaient en âge? Il n'y a qu'un moment, après 10 ans d'absence du théâtre, la Clairon voulait reparaître. Si elle joua médiocrement, est-ce qu'elle avait perdu son âme, sa sensibilité, ses entrailles? Aucunement, mais bien la mémoire de ses rôles. J'en appelle à l'avenir. Quoi? Vous croyez qu'elle nous reviendra? Ou qu'elle périra d'ennui? Car que voulez-vous qu'on mette à la place de l'applaudissement public et d'une grande passion? Si cet acteur, si cette actrice était profondément pénétré, comme on le suppose, dites-moi si l'un penserait à jeter un coup d'œil sur les loges, l'autre à diriger un sourire vers la coulisse, presque tous à parler au parterre, et si l'on irait au foyer interrompre les rires immodérés d'un troisième et l'avertir qu'il est temps de venir se poignarder. Mais il me prend envie de vous ébaucher une scène entre un comédien et sa femme qui se détestaient. Scène d'amant tendre et passionné, scène jouée publiquement sur les planches, telle que je vais vous la rendre, et peut-être un peu mieux, scène où deux acteurs ne parurent jamais plus fortement à leur rôle, scène où ils enlevèrent les applaudissements continus du parterre et des loges, scène que nos battements de mains et nos cris d'admiration interrompirent 10 fois. C'est la troisième du 4e acte du dépit amoureux de Molière.